Bon, alors maintenant, je vais expliquer la cryptographie. Donc, qu'est-ce que c'est, la définition, les diverses applications, pourquoi c'est important évidemment, et les différents types d'algorithmes de cryptographie qui existent. Donc déjà, pour commencer, on a à garder en tête que la définition est assez simple. D'une manière générale, la définition très généraliste, c'est que la cryptographie, ça consiste à rendre une information illisible afin d'en protéger le contenu des regards indiscrets. Donc évidemment, j'ai pas besoin de vous préciser que lorsque vous naviguez sur Internet, il y a des données que vous ne souhaitez pas voir apparaître à la vue de tous. Première chose à laquelle on pourrait penser évidemment, c'est le fameux exemple des échanges bancaires. Mais il y a tout un tas de contenus divers et variés qui vous appartient et que vous ne souhaitez pas rendre public, et qui pourtant transitent sur le réseau. Au niveau des différents algorithmes, il y a des algorithmes par exemple qu'on appelle les algorithmes de hash. Donc ça s'appelle du hachage. Il consiste à prendre un message en clair, par exemple salut, et de le transformer en message complètement illisible dont on ne peut même pas retrouver le contenu. Alors, le hachage se distingue des différentes autres techniques de cryptographie. Contrairement aux autres techniques de cryptographie, on n'est pas intéressé à savoir redéterminer le contenu initial. L'important est que un même contenu initial, donc un même message qu'on souhaite crypter, donc haché ici, donne le même hash. Donc par exemple, si salut son hash c'est ça, alors dans ces cas-là, si on rehash salut avec le même algorithme de hachage, on est censé retrouver exactement ce résultat-là. Ça peut être utile par exemple pour stocker des mots de passe. On n'a pas envie que nos mots de passe soient stockés en clair dans une base de données. Pourtant, on veut que l'application sur laquelle on s'authentifie puisse déterminer si le mot de passe qu'on vient de taper est correct ou non. Donc ce qui pourrait être fait, c'est que notre mot de passe soit haché soit directement par nous, soit par le serveur en arrivée, et qu'il soit stocké sous forme de hash, donc que ce soit le hash du mot de passe qui soit stocké dans la base de données. Ainsi, lors de notre prochaine connexion, on retapera notre mot de passe, et le serveur, sans avoir aucune idée de quel est notre mot de passe, il lui suffira de hasher notre mot de passe et de comparer avec le hash déjà existant en base de données. Si la valeur est la même, alors c'est qu'on a tapé notre mot de passe. L'application nous authentifie sans pour autant connaître notre réel mot de passe. Si la base de données est amenée à fuiter, alors notre mot de passe, n'étant pas stocké en clair, n'a pas été corrompu. Maintenant, on va parler de tous les autres types de cryptage. Donc, on a tous les types auxquels vous pourriez penser. Par exemple, un message. On va reprendre salut. Et on peut, par exemple, se dire qu'on va aller transposer les lettres. Donc, c'est des encryptions de transposition. En raisonnant, par exemple, par paire de lettres. On va prendre la paire SA, ensuite LU. Bon, T, il reste tel qu'il est parce qu'il n'y a pas de lettre après, donc on peut pas le mettre en paire. Et on peut, par exemple, intervertir les deux lettres des paires. Par exemple, AS, UL et ensuite T. On a un message qui n'est plus salut, on peut deviner le salut, mais ça c'est une encryption par transposition. Évidemment là on devine que c'est salut, mais si on a un message énorme avec par exemple 300 lettres, alors selon le degré de complexité de l'algorithme de transposition, il peut être efficace pour crypter nos données. Il suffira de faire l'opération inverse pour pouvoir retrouver le message original. Donc deux individus qui cherchent à communiquer de manière secrète sans que les autres puissent voir leur message peuvent se mettre d'accord sur un algorithme de transposition particulier et appliquer ces transpositions-là à leur message, appliquer la transposition inverse pour pouvoir décrypter le message. Il existe énormément de méthodes de transposition de ce genre. Elles appartiennent toutes à une famille de méthodes d'encryptage qui est la méthode d'encryptage par transposition. Maintenant, on va voir les deux dernières familles qui existent et qui sont évidemment les plus utilisées parce que ce sont les plus sécuritaires. Il y a le cryptage par clé symétrique et il y a le cryptage par clé asymétrique. J'ai parlé de clés. Les clés, c'est tout simplement une valeur que l'on va utiliser pour crypter le message. Dans le cas d'un cryptage symétrique, c'est la même valeur qui est utilisée pour crypter le message et pour décrypter le message. Alors que dans le cas des cryptages asymétriques, il y a deux clés, une clé qui est utilisée pour crypter le message et une autre clé qui est utilisée pour décrypter le message. Si par exemple on note le message en clair M et le message crypté C, alors dans ces cas-là, pour le cryptage symétrique, c'est la même clé qui est utilisée, par exemple la clé K1, que pour décrypter. Et pour le cryptage asymétrique, il y a une clé K1 par exemple pour crypter le message et une autre clé K2 pour décrypter le message. Dans le cas du cryptage asymétrique, on appelle clé publique la clé qui sert à crypter le message et la clé privée qui sert à décrypter le message. La clé publique peut par exemple être utilisée par plusieurs personnes, ce n'est pas gênant, alors que la clé privée doit être gardée secret parce que c'est celle qui est importante, c'est celle en effet qui nous permet de voir le message en clair. Et c'est évidemment parce que on ne veut pas que que n'importe qui puisse voir le message en clair qu'on a crypté le message en premier lieu. Donc la clé qui sert à décrypter est évidemment celle qu'on doit garder secrète. Évidemment, là vous vous dites, les clés c'est effectivement sécuritaire, puisque quelqu'un ne peut pas nécessairement découvrir la clé. Dans le cas de par exemple le cryptage symétrique, il existe une seule clé et elle est secrète, elle est tenue secrète. Mais vous vous dites, mais si un attaquant arrive à écouter lors de l'échange de clés, lorsque les deux parties se mettent d'accord sur une clé en particulier,
Alors dans ces cas-là, tout le cryptage qui a lieu ensuite ne vaut rien, puisque l'attaquant aurait la clé et pourra décrypter la totalité des transmissions, pardon. Pour lutter contre ça, il y a différents algorithmes d'échange de clés, le plus connu étant celui de Diffie-Hellman. Ça ne rend pas l'interception des clés impossible, parce qu'en effet, on peut faire une attaque connue qui s'appelle l'attaque de l'homme du milieu pour pouvoir intercepter les communications lors de l'échange de clés, afin de pouvoir corrompre la valeur des clés échangées. Mais d'une manière générale, des algorithmes comme celui de Diffie-Hellman permet de se mettre d'accord sur une clé sans pour autant la faire transiter sur le réseau, en faisant transiter sur le réseau uniquement des informations qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir déterminer la clé. Si vous ne comprenez pas exactement comment ça fonctionne et que vous êtes curieux, la vidéo que je pose juste après est une vidéo justement sur l'explication de l'algorithme de Diffie-Hellman. Je fais deux vidéos séparées tout simplement parce que c'est des notions mathématiques et c'est principalement des explications qui le sont. Mais il y a une explication et c'est la magie des mathématiques. Dans cette vidéo, je vais également parler de l'algorithme RSA, qui est l'algorithme le plus populaire de cryptage asymétrique. Je vais détailler toute l'explication mathématique du fonctionnement de l'algorithme. Mais dans cette vidéo, évidemment, je ne vais pas parler de maths parce que on n'a pas nécessairement besoin pour comprendre l'application de la cryptographie en informatique. Plusieurs degrés de complexité peuvent être ajoutés à ces méthodes de cryptage parce que justement plusieurs attaques différentes existent pour pouvoir passer outre le cryptage. Par exemple, dans le cas des hashes, donc du crack de mot de passe, donc essayer de déterminer un mot de passe en partant de son hash, il existe plusieurs attaques. Par exemple, il existe l'attaque par brute force, qui consiste à essayer tout simplement un maximum de mots de passe en essayant, dans l'espoir en fait que le mot de passe soit suffisamment court pour qu'en un temps réaliste, nos essais permettent en fait, nous permettent d'avoir le temps d'essayer la totalité des combinaisons possibles, dans l'espoir évidemment de tomber sur la bonne. C'est une méthode qui peut être réaliste lorsqu'on craque un mot de passe en local, donc c'est-à-dire qu'on possède déjà le hash et on essaie avec la puissance de notre processeur ou de notre carte graphique de générer toutes les combinaisons possibles, de hasher toutes les combinaisons possibles, et puis ensuite de comparer tous ces hashes là au hash du mot de passe qu'on veut craquer. Mais c'est une méthode qui est plutôt irréaliste lorsqu'on parle d'essayer toutes ces combinaisons là sur un réseau. Donc en demandant à un serveur si le mot de passe est valide, ce qui évidemment le temps de connexion rend les choses beaucoup plus longues. Il existe donc une version optimisée de cette attaque, qui s'appelle l'attaque par dictionnaire, c'est-à-dire que cette fois-ci on a une liste de mots de passe potentiels, par exemple des mots de passe populaires, et on essaye un à un ces mots de passe en les hachant et en comparant leur hash, ou bien tout simplement en demandant à un serveur si le mot de passe est correct. Il existe plein d'autres méthodes pour pouvoir contourner les systèmes de sécurité par cryptographie. Beaucoup de ces méthodes sont complexes et demandent une compréhension avancée de l'algorithme de cryptographie concerné, mais il existe quand même des méthodes un peu plus généralistes, comme par exemple l'attaque de Man in the Middle, littéralement en français l'homme du milieu, qui n'est pas une méthode mais plutôt un type de méthode d'attaque. Ça va consister à se mettre entre la victime et la deuxième entité qui souhaite communiquer avec elle, et d'intercepter la communication pour se faire passer pour la personne B vis-à-vis de la personne A et pour la personne A vis-à-vis de la personne B. En faisant le relais comme ça entre les deux, on va pouvoir faire transiter les informations de manière tout à fait naturelle pour que les deux parties ne se doutent de rien, en décryptant les messages qui entrent, en les recryptant pour les passer à la seconde personne. C'est une méthode d'observation où à chaque fois qu'on va décrypter et réencrypter un message, on va avoir évidemment accès à son contenu en clair et on va pouvoir observer les échanges qui s'effectuent entre ces deux entités. Évidemment, il existe beaucoup d'autres méthodes et il existe même des méthodes pour pouvoir contourner ces méthodes. Par exemple, une méthode d'attaque comme le brute force, on va pouvoir mettre en place des techniques de défense contre cette attaque en mettant en place par exemple un timeout pour ralentir l'attaquant. En effet, le brute force, ça consiste à essayer énormément de mots de passe différents. Si l'attaque se le fait sur le réseau, donc en questionnant le serveur pour chaque tentative, pour chaque mot de passe candidat, alors effectuer un timeout par exemple de 3 secondes entre chacune des tentatives permet de réduire drastiquement l'attaque en freinant l'attaquant à un tel point où l'attaque ne devient plus du tout réaliste. Il existe également le salting. Donc le salting, ça consiste par exemple pour les haches d'avoir un grain de sel, salt en anglais, qui permet de complexifier le hachage. Par exemple, si nous utilisons l'algorithme de hachage ND5 et que nous souhaitons hacher un message qui est par exemple salut, alors dans ces cas-là, au lieu de hacher tout simplement salut, on va hacher salut suivi d'un salt directement. Par exemple, ce salt peut être 1, 2, 3. Ça va nous donner un hash. Si l'attaquant ne connaît pas la valeur du sel, donc du salt, 1, 2, 3, alors il aura beau avoir salut qui est contenu dans sa liste de candidats potentiels, donc dans son dictionnaire d'attaque. Le MD5, donc le hash de salut, ne sera bien évidemment
pas égal au MD5 de salut123, donc l'attaquant ne pourra jamais deviner le mot de passe. Évidemment, c'est supposé que l'attaquant ne possède pas la valeur du salt. Il existe des méthodes de salage beaucoup plus complexes, parce qu'en effet là on pourrait se dire que l'attaquant peut récupérer le sel. Par exemple, je sais que le CMS PrestaShop, donc c'est un, un CMS, c'est-à-dire une application de création et de gestion de site internet de e-commerce, utilise l'algorithme MD5 avec un sel, exactement comme je l'ai démontré ici, enfin illustré ici, pour stocker les mots de passe des clients dans sa base de données. Le problème est que ce sel est fixe et qu'il est accessible dans un des fichiers de configuration de PrestaShop. Si l'attaquant connaît bien PrestaShop et sait où est ce fichier de configuration, il pourrait essayer par divers vecteurs d'attaque de s'emparer de ce fichier de configuration, de posséder le sel et de pouvoir craquer des mots de passe de personnes, et potentiellement d'une cible à lui. Pour éviter ce genre de choses, il y a évidemment plein de variantes du salage. Elles ne sont pas très compliquées, vous êtes très bien capable de les inventer vous-même évidemment. Mais un exemple simple que je pourrais vous fournir, c'est par exemple faire un sel qui n'est pas stocké quelque part, mais qui représente une date à laquelle on effectue le salage et donc le hachage. Si maintenant j'essaie d'utiliser l'algorithme MD5, toujours avec mon mot de passe salut, mais que cette fois-ci je lui donne un sel qui est la date d'aujourd'hui avec la seconde précise, par exemple 2024 pour l'année, 01 pour le mois, 13 pour le jour, 15 pour l'heure, 19 pour les minutes et 37 pour les secondes. Alors dans ces cas-là, je vais hacher ça, je vais le donner au serveur. Dans ces cas-là, la comparaison avec PrestaShop n'est pas très pertinente parce que ce système fonctionne uniquement si le serveur connaît le mot de passe et ça permet seulement d'empêcher les attaques de type passe de hash. Donc je vais le rajouter. Passe de hash, donc littéralement en français passer le hash, est une méthode où on va intercepter le hash, et si la sécurité n'est pas suffisante, donc par exemple que le service en question n'a pas mis en place une méthode sécurisée comme celle que je suis en train de vous expliquer avec un salage basé sur le temps, alors on pourrait simplement passer le hash directement au service qui doit s'occuper de nous authentifier, et sans même qu'on ait besoin de connaître le hash, juste en sniffant le hash sur le réseau, on pourrait utiliser le hash directement pour s'authentifier et avoir accès au compte de la victime. Donc le salage basé sur le temps, là par exemple, on peut en inventer tout plein d'autres, permet de se protéger contre ce genre d'attaque. Par exemple, si le serveur sait que le mot de passe est salut, mais que nous on veut pas qu'il transite en clair sur le réseau et qu'on veut se servir d'un algorithme de hachage, alors le serveur, lorsqu'il reçoit notre hash tel quel, donc avec salut puis suivi le sel qui est en réalité la date avec les secondes, alors il pourra effectuer lui aussi ce hachage et comparer les hashes. Pour ajouter de la tolérance, pour qu'il y ait un délai accepté, il peut par exemple calculer les hashes de la prochaine seconde et même de la suivante. Il suffirait alors que le hash envoyé corresponde à au moins un de ces hashes calculés par le serveur. Si l'attaquant essaie de s'emparer du hash, il ne pourra pas utiliser ce hash pour s'authentifier puisque évidemment il sera trop tard, le sel sera entre guillemets périmé et le hash ne sera donc plus valide. Là vous pouvez vous dire mais oui mais si l'attaquant au moment même où il arrive à sniffer le hash il envoie également sa requête, alors il arrivera à l'envoyer à temps et donc le nombre de secondes, donc le temps sera à peu près le même, le sel sera donc valide et donc le hash sera également valide. L'attaquant pourra alors s'authentifier à la place de la victime. Et là, je peux très bien vous répondre qu'on peut cumuler cette méthode avec la méthode de timeout où on accepte une authentification par exemple d'utilisateur toutes les 3 secondes. Dans ces cas-là, le premier utilisateur, donc le vrai utilisateur, l'utilisateur légitime, pourra alors s'authentifier sans mal et l'attaquant, lui, sera forcé d'attendre 3 secondes avant de s'authentifier et le sel ne sera plus valide. Donc son hash sera rejeté et la méthode passe de hash devient complètement impossible. Je ne vous ai pas cité tous les types d'attaques, je ne vous ai pas non plus cité tous les types de protection contre les attaques, je veux juste vous faire comprendre le schéma logique qui commence à se dessiner sous vos yeux. Je peux également inventer par exemple une attaque contre les protections d'attaque. Le timeout par exemple pourrait s'empêcher ou au moins se contourner. Si par exemple il est basé sur votre adresse IP, vous pouvez très bien faire une attaque où vous testez tous les mots de passe en boucle au travers de différents proxys, donc en prenant une IP qui a toujours une valeur différente. Vous aurez donc bypassé le timeout. Si par exemple, à l'inverse, le timeout s'effectue sur les utilisateurs, donc un identifiant donné a le droit d'essayer, donc à une tentative d'authentification toutes les 3 secondes, vous pouvez effectuer une méthode qui s'appelle le password spraying. C'est-à-dire qu'on a une liste d'utilisateurs où on sait qu'ils existent, et on va essayer un même mot de passe, ou alors même plusieurs mots de passe, mais sur une liste importante d'utilisateurs de l'application. En parcourant cette liste, le premier utilisateur, ça va activer son timeout par exemple de 3 secondes. Le temps que vous parcourez et que vous essayez tous les autres utilisateurs,
alors le timeout de 3 secondes du premier utilisateur sera écoulé et vous pourrez en venir à tester le deuxième mot de passe. Ça ne va pas accélérer le nombre d'essais de mots de passe par utilisateur, mais étant donné que vous essayez sur un nombre important d'utilisateurs, alors vos probabilités de trouver des identifiants valides augmentent significativement. Pour des exemples concrets d'utilisation de ces algorithmes de cryptage, je peux par exemple vous citer effectivement, comme je l'ai fait précédemment, le hachage de mots de passe pour le stockage d'identifiants sur Internet par des sites Internet dans leur base de données. Mais un autre exemple que je peux vous présenter est votre box Internet avec le protocole Wi-Fi. Lors de votre première connexion, vous générez un hash de la clé Wi-Fi que vous envoyez à la box Internet. Au passage, ce hashage-là, pour le protocole WPA2, utilise du salage. La box Internet compare votre hashage pour vérifier que vous avez bien une clé valide. Et si c'est le cas, divers échanges vont s'effectuer pour pouvoir établir une méthode de communication sécuritaire. Donc d'abord, un échange de clés va s'effectuer pour ensuite pouvoir faire du cryptage symétrique. Donc le cryptage symétrique, comme je vous l'ai dit, fonctionne avec une même clé qui est utilisée pour le cryptage et pour le décryptage. La box Internet va communiquer évidemment avec l'utilisateur via des messages cryptés avec cette clé-là. Cette clé-là est déterminée par un algorithme d'échange de clés, comme Diffie-Hellman par exemple. Ainsi, une clé va pouvoir être choisie pour l'utilisateur et la box Internet. Cette clé ne transitera pas sur le réseau lors de l'échange. Une fois que les deux parties ont la clé, alors la communication peut débuter entre les deux. Un autre exemple est le protocole HTTPS, donc qui est sécurisé grâce à de la cryptographie asymétrique, ce qui signifie qu'il y a une clé publique et une clé privée. Si vous construisez un site internet, vous serez amené sans doute à pouvoir voir ou au moins générer cette paire de clés. Je vais vous faire un schéma pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il se passe. Vous avez un utilisateur U qui va vouloir communiquer avec votre serveur, qu'on va par exemple appeler S. Lorsqu'un échange de clés s'est effectué correctement, l'utilisateur possède une clé publique et une clé privée. Le serveur en a exactement deux également. Alors ce ne sont pas la clé publique du serveur qui va être liée à la clé privée du serveur, ça va être en réalité une association de paires de clés pour le cryptage asymétrique qui se fait de cette manière. En effet, la clé privée de l'utilisateur est liée à la clé publique que possède le serveur et la clé publique que possède l'utilisateur est liée à la clé privée que possède le serveur. En effet, l'utilisateur, s'il veut effectuer un échange avec le serveur, alors il va crypter ses données avec la clé publique en sa possession, et le serveur va pouvoir les décrypter à l'aide de la clé privée qu'il a en sa possession. Si le serveur souhaite répondre, alors il va crypter les données, donc sa réponse, avec la clé publique qui est en sa possession, et puis l'utilisateur, une fois qu'il aura reçu ce message crypté, va pouvoir le décrypter à l'aide de la clé privée qu'il a en sa possession. Ainsi, il y a deux algorithmes asymétriques qui sont présents, en tout cas avec deux paires de clés privées publiques différentes. Une pour que l'utilisateur puisse émettre au serveur et une autre pour que le serveur puisse émettre à l'utilisateur. Dans le cas de l'utilisateur pour la navigation sur un site internet en HTTPS, cette paire de clés est stockée sur le navigateur et pour le serveur, cette paire de clés est stocké sur le serveur directement. C'est pour ça que si vous êtes amené à créer un site internet, vous aurez peut-être à générer et même à voir où sont stockées ces clés, ces clés publiques et privées. Si vous souhaitez comprendre plus en détail comment fonctionne ce genre d'algorithme, alors je vais faire une vidéo juste après pour pouvoir détailler mathématiquement comment fonctionne l'algorithme RSA, qui est un algorithme de cryptographie asymétrique. C'est d'ailleurs celui-ci qui est utilisé dans le protocole HTTPS, le SSL d'une manière générale, donc en SSH, etc. Et dans cette vidéo, il y aura dans cette vidéo, il y aura aussi l'explication mathématique de l'algorithme d'échange de clés Diffie-Hellman. Je ne vais pas vous présenter les différents algorithmes qui existent parce que, comme je l'ai dit là, pour rentrer dans les détails du fonctionnement d'un algorithme donné, il faudrait faire des maths. Et si vous êtes curieux, tant mieux, je vous invite à vous renseigner sur Internet comment fonctionnent les divers algorithmes. Mais ce n'est absolument pas nécessaire pour avoir une compréhension informatique de la gestion et de l'exploitation et de la manipulation des divers algorithmes de cryptographique qui existent et qui sont utilisés évidemment en informatique. Je vous ai en effet cité l'algorithme de hachage MD5, je vous ai cité l'algorithme de clé asymétrique RSA. J'aurais pu vous citer l'exemple de Bcrypt, qui est en réalité un algorithme de hachage comme MD5 beaucoup plus élaboré, où le temps de calcul est volontairement augmenté pour évidemment se protéger des attaques de brute force ou de dictionnaire en local. C'est-à-dire que n'oubliez pas, pour que les attaques en local fonctionnent, ce qu'il se passe c'est que vous avez un dictionnaire de mots de passe potentiels, vous cryptez ces mots de passe et vous comparez les hashes. Sauf que si le hachage des mots de passe est très gourmand en termes de ressources, donc en termes de calcul pour votre ordinateur, alors le temps pour le hacher sera plus long, et donc le temps pour le brute force, donc pour craquer le mot de passe, sera plus long. L'algorithme Bcrypt va ralentir ce temps volontairement, va augmenter ce temps volontairement. Par exemple, si on a une fonction f qui crypte un message m
qui devient alors C pour le message crypté. L'algorithme de hachage est libre d'utiliser cette fonction F autant de fois qu'il le souhaite. Par exemple, il peut prendre C et appliquer encore F dessus pour avoir un nouveau message C'. Et après, il est libre d'appliquer F sur C'. Et donc, il peut par exemple dire, bon, bah, moi, je vais le faire 15 fois. Et ça sera mon algorithme. Et donc, si c'est gourmand en calcul, et ben, il va le faire autant de fois nécessaire pour que l'ordinateur galère à le faire. Si vous êtes un utilisateur légitime, alors vous n'aurez besoin d'hacher votre mot de passe que quelques fois avant de le donner au serveur ou même dans votre utilisation normale. Alors que lorsque vous êtes un attaquant qui exploite et essaie de craquer le mot de passe en essayant un nombre très important de candidats, alors le temps de calcul va avoir un réel impact sur lui. Et on peut atteindre des temps qui sont absurdes et qui rend l'attaque par dictionnaire réalisable certes, mais non réaliste. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'ai essayé de regrouper un maximum de notions différentes, d'expliquer un maximum d'attaques et de protections différentes. Vous pouvez regarder la prochaine vidéo sur le RSA et Diffie-Hellman, puisque même s'il existe un grand nombre d'algorithmes différents qui sont utilisés en informatique, pourrait vous permettre de au moins comprendre comment l'existence de tels algorithmes est au moins possible. C'est à peu près tout pour cette vidéo.